rencontrer une référence. Et donc, qui est maîtresse de conférence en sciences de la formation et de la communication à l'Université Paris-Nanterre. Je laisse vous installer pendant que... Peut-être que je vais... Est-ce que je peux enlever la clé rouge? Oui, parce que la mienne est large. Ouais, je vais le faire à travers... que je devrais pouvoir le faire ici. Non? Ah, oui. Qu'est-ce que je déteste avoir deux écrans, c'est pas possible. Est-ce que c'est ça, Julie? C'est un... Ouais. Voilà. Continue. Bon. Voilà, je vous laisse donc vous installer. Donc, Céline Moret, justement, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, rattachée à l'équipe de recherche DICEN-IDF. Ses travaux portent sur la sociologie des médias, les industries médiatiques et culturelles, et en particulier sur les représentations médiatiques des modèles amoureux et des mouvements féministes via l'interrogation des sphères publiques intimes et des démocraties conjugales. Elle est l'auteure de Les héroïnes des séries américaines, de Ma sorcière bien-aimée à The Good Wife, que je vous conseille fortement. C'est vraiment un magnifique ouvrage publié en 2017. Et le titre de sa communication aujourd'hui est « Amitié féminine, une nouvelle représentation de la sexualité dans les séries à cœur féminin ». Merci beaucoup. Alors, je suis un peu perdue sur le fait de lancer, parce que je ne suis pas sur PowerPoint d'habitude. Oui, c'est juste lancer le diaporama. C'est diaporama, à partir du... Je le partage pas. Si on le voit dans Zoom. Non, c'est ça, je ne sais pas si on le voit dans le... Là, tu vas le retrouver. Ok, Super. on est bon. Merci. Non, merci à vous. Voilà. Voilà. Parfait. Bon? Super. Oui. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je vais continuer justement un petit peu sur la même thématique, celle de la sororité, de la solidarité, voilà. Moi, j'étais témoin comme spectatrice dans les séries télévisées récemment, ces dernières années, d'un mouvement récent qui est l'émergence de ce que j'ai proposé d'appeler les séries à cœur féminin, qui viennent justement remodeler pas mal de choses. J'avais fait ma thèse en 2010-2014 sur les héroïnes de séries télévisées depuis 1950, et j'avais vu que John Fiske a beaucoup écrit sur cette question-là. Les séries télévisées ont tendance à individualiser les faits sociaux et à les incarner dans des personnages. Or, ces derniers temps, je voyais des formats qui émergeaient, qui n'étaient pas des séries à héroïnes classiques, qui n'étaient pas non plus des séries chorales dont la généalogie remonte plutôt au soap opéra, mais qui étaient ces séries avec un groupe de femmes plus ou moins large qui allaient être moteur de nouvelles discussions. Donc, pour revenir un petit peu historiquement à ce qui s'est passé, la télévision, c'est le média du foyer familial par excellence, en particulier parce qu'elle a été très tôt consommée plutôt par les femmes au foyer en journée, et donc la fiction télévisée américaine a toujours donné en fait une place de choix aux personnages féminins dès les années 50, dès I Love Lucy, sur laquelle je vais revenir dans une minute. Et puis, il y a plusieurs tournants historiques, sociaux, économiques, industriels qui ont eu lieu. Les années 70 ont marqué un premier tournant avec des mutations démographiques assez importantes. C'est l'émergence de la femme active, en lien avec des mouvements féministes qui sont plutôt ceux du féminisme libéral. Et donc, ça va évidemment octroyer un pouvoir d'achat accru aux femmes, et les networks vont un petit peu se ruer sur cette nouvelle démographie et proposer des formats avec The Mary Tyler Moore Show, Murphy Brown, Roseanne, Maud, voilà, des héroïnes qui vont être un petit peu plus vers la sphère professionnelle. La concurrence du câble qui commence à émerger dans les années 80 et qui va évidemment s'affirmer dans les années 90 va aussi jouer un rôle. Et puis plus récemment, l'avènement de ce qu'on appelle les plateformes de contournement est supposé créer, alors je prends des précautions parce qu'on n'a pas envie d'être déterministe, mais on voit bien que quand même il se passe des choses en termes d'audience de niche, en termes de spécialisation des récits, voilà, qui fait que cette prolifération des contenus, ces nouvelles technologies vont amener en fait des reconfigurations assez intéressantes des stratégies industrielles, en particulier dans les publics cibles
et les publics actifs des séries. Et donc, cette double innovation qui est récemment visible dans les séries, elle fait s'articuler en fait deux choses. Un cœur féminin solidaire qui va venir remplacer, c'est peut-être un bien grand mot, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, qui va venir coexister en parallèle de la traditionnelle héroïne. Et ce cœur féminin, il va venir produire en fait des forums féminins dans les récits, en particulier sur la sexualité. Et ces forums féminins, ils vont être basés sur l'écoute, sur l'entraide, et ils vont venir évidemment souder et soutenir ses amis et ses groupes d'amis. Et donc, la sexualité là-dedans va être à la fois intime, ça reste un territoire intime, mais en même temps, elle va être explorée socialement en formant un petit peu des boucles stratégiques entre les expériences personnelles. On le voit bien évidemment avec Sex Education, je vais revenir un petit peu sur cette séquence-là, entre expérience personnelle et solidarité de groupe. Alors, moi, j'aime toujours revenir un petit peu en arrière pour comprendre le présent. Donc, je me permets quelques petites slides, justement, pour comprendre la façon dont la sexualité a été jusqu'à présent représentée dans les séries, et en particulier la sexualité féminine. Ça a été des sémiotiques qui étaient à la fois présentes dès le départ, c'est-à-dire dès les années 50, dès I Love Lucy, on trouve des références à la sexualité, et en même temps, évidemment, c'était des sémiotiques qui étaient timides, qui étaient soumises à la censure, et on sait bien que dans les milieux industriels et de la télévision, etc., il y a beaucoup d'entretiens qui ont été faits avec les créateurs, les créatrices. La censure crée souvent une autocensure, et donc c'est clairement ce qui se passait. Et donc, nos sociétés qui ont longtemps porté, et qui continuent évidemment de porter les valeurs victoriennes de la fin du 19e, ces valeurs qui prenaient la chasteté et puis qui venaient incriminer la prostitution, la masturbation, l'avortement, ont eu évidemment des effets sur les représentations de la sexualité à la télévision, qui fait que ces sémiotiques ont longtemps confiné la sexualité au tabou, à l'implicite ou éventuellement à la métaphore. Et puis ça va être dans les années 90, avec évidemment Sex and the City, qu'il va y avoir un petit peu des modifications. Donc, ce qui se passait dans Ma sorcière bien-aimée, dans I Love Lucy, c'est des petits regards timides, des petites moue boudeuses qui vont venir lier érotisation et infantilisation. Alors ça, c'est dans I Love Lucy, il y a 2 occurrences, enfin, non, c'est pas 2 d'ailleurs, il y a 3 ou 4 occurrences de fessées de la part de l'époux sur l'héroïne, parce qu'elle se comporte mal, parce qu'elle veut fuguer du foyer familial, parce que toute l'histoire de I Love Lucy, c'est cette femme qui n'est absolument pas intéressée au fait d'être femme au foyer, d'être soumise à la domesticité, qui veut fuguer en permanence, qui arrive et qui échoue dans la sphère professionnelle, et donc elle revient au foyer familial après. Et donc régulièrement, en fait, il y a eu 3-4 occurrences comme ça dans la série, où son mari l'attrape et lui donne une fessée. Alors, évidemment, il y a quelques résistances qui parsèment toujours les récits. Ça, c'est une occurrence que j'étais absolument ravie d'avoir trouvée, toujours dans I Love Lucy, où en fait, justement, Lucy et sa meilleure amie sont interdites de sortir de la maison, et elles sont assignées en fait à la fabrication d'un pain. Sauf qu'elles ne savent pas vraiment cuisiner, elles ne sont pas très douées, donc elles mettent trop de levure. Enfin bon, là, ça devient évidemment toute la comédie de la sitcom. Et donc, lorsque le pain sort du four, il est complètement phallique, en fait. Et il vient écraser symboliquement l'héroïne contre le mur. Et elle va être libérée par la castration symbolique, en fait, que va opérer sa meilleure amie sur le pain à l'aide d'une énorme scie. Donc, on voit bien là qu'il se passe des choses sur le fait d'essayer de dire des insatisfactions de la vie domestique, de ne pas pouvoir le faire directement, et donc de passer par des chemins détournés qui sont évidemment typiques de la fiction. La cuisine est assez régulièrement une manière de symboliser. Dans Maud, il y a ce moment où elle va râper rageusement une branche de céleri, et on voit son mari en arrière-plan qui est assez inquiet de ce que ça peut vouloir signifier. Voilà, donc il y a des petites résistances, mais c'est toujours de la métaphore. C'est Mary Tyler Moore qui ramène un homme plus petit qu'elle chez elle. Ça va être évidemment Buffy qui, femme blessée, sort le bazooka pour remplacer le traditionnel pieu, pour aller annihiler Angelus, Angel devenu Angelus. Voilà, ça va être ce genre de choses en fait qui ont pendant très 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 longtemps
émailler les représentations de la sexualité. Et puis, les années 90, c'est l'avènement du CAP, c'est l'avènement de HBO qui, évidemment, va permettre aux industriels, aux créateurs, aux créatrices de s'émanciper pour partie de la censure des codes de censure de la FCC. Toutes ces représentations vont évidemment beaucoup innover. Il va y avoir une libération de la parole. Ça a été... c'est 97, Sex and the City, et on se souvient que tout ce qui était dit, c'était que les femmes disaient fuck, qu'elles parlaient aussi crûment de la sexualité entre elles. Voilà, comme si quelque chose était enfin révélé au grand jour. La monstration des corps, les plaisirs féminins, l'impératif d'égalité, tout ça, c'est évidemment des choses qui ont énormément fait bouger les lignes à ce moment-là, mais qui laissaient en même temps de côté des facteurs importants. La diversité des corps et des âges était évidemment l'énorme angle mort de cette série. La pluralisation des scripts sexuels était en réalité relativement timide, les positions étaient quand même assez chastes. Et puis le prix à payer, principalement, c'était un néo-féminisme qui venait quand même beaucoup revaloriser les qualités féminines, le care, la douceur, etc. Donc tout ça, ça faisait que les récits s'encastraient quand même beaucoup dans une hétéronormativité qui était assez écrasante. Et le point de fuite, c'était systématiquement le couple, qu'il soit le couple romantique, Mr. Right, etc., ou post-romantique, quand on voyait bien quand même que le romantisme, ça ne marchait pas très bien, mais qu'on n'était pas non plus, on n'avait pas complètement dépassé ce modèle-là. Donc, on essayait quand même tant bien que mal de le faire marcher, alors même qu'on voyait bien que ça ne marchait pas. C'est toute l'histoire de Desperate Housewives, où on voit bien là autant Sex and the City, maintenant j'ai tendance à la qualité de, alors c'est un peu, on s'amuse parfois avec les concepts, mais de anti-anti-sexe, c'est-à-dire clairement, c'est peut-être pas tant qu'elle était pro-sexe que anti-anti-sexe. Autant Desperate Housewives était dans cette politisation de la sexualité avec ce rêve américain dont on voit bien qu'il craque de partout, mais qu'on est obligé de le faire tenir au prix, bien souvent, de la santé mentale. Il y a, avec ces séries à cœur féminin, quelque chose d'assez nouveau qui arrive, qui est que il va y avoir un vrai tournant sur la question de la positivité de la sexualité. Bon, on le sait, la sexualité, c'est probablement un des sujets, un des terrains qui est le plus porteur de panique morale. Gail Rubin, dans la lignée de Foucault, a éminemment travaillé cette question-là et a répertorié ces différents axes. Donc pour elle, la sexualité a été naturalisée, ramenée à sa seule fonction reproductrice, en particulier par un essentialisme sexuel, évidemment, qui venait réifier le masculin et le féminin. Elle a été définie comme suspicieuse, voire dangereuse. Elle est sursignifiée, j'aime beaucoup ce terme, elle est sursignifiée, en particulier par des erreurs d'échelle qui font qu'on va attribuer à la sexualité des pouvoirs qu'elle n'a pas nécessairement. Quatrièmement, ces pratiques vont répondre à une axiologie qui va valoriser certaines pratiques et dévaloriser, voire interdire d'autres pratiques. Elle va être comprise traditionnellement selon ce que Rubin appelle la théorie domino, c'est-à-dire cette idée que les plus petits risques vont systématiquement amener aux plus grands dangers. Et puis, elle va être homogénéisée, elle va être unifiée parce que ce que Rubin appelle les variations bénignes vont être extrêmement mal conceptualisées. Et donc, tout ça, ça fait qu'il va y avoir des paniques morales qui vont être particulièrement fréquentes, y compris dans les séries télévisées. Dans les séries à cœur féminin, et puis c'est ce que je vais essayer de montrer à partir de maintenant, là, la sexualité va devenir positive. Alors positive, attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle est normative ou prescriptive, c'est-à-dire je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne sexualité. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle renvoie à une représentation nécessairement méliorative, représenter une sexualité forcément épanouissante, voilà. Et au contraire, on voit qu'il y a des conséquences négatives, parfois même dramatiques, de pratiques inadaptées ou de pratiques à risque qui peuvent être explorées. Donc, l'insémination artificielle dans Jane the Virgin, les douleurs, en particulier les douleurs dues à l'âge dans Grace and Frankie, la question des traumas dans Sex Education. Mais ce qui se passe, c'est que la sexualité va devenir positive au sens de créatrice, c'est-à-dire elle va venir dans ces séries
créer de nouveaux points de vue, de nouvelles situations. Et donc, elle va agir comme un ressort narratif pour les personnages à partir duquel ils vont pouvoir interroger des choses plus larges dans leur vie. Ce n'est pas simplement la sexualité qui va être un espace du reste de leur vie, c'est la sexualité qui va être comme un microcosme, une microsphère dans laquelle ils vont pouvoir interroger le reste de leur existence, interroger leur capacité ou incapacité d'agir et essayer de développer émancipation individuelle, nouveaux rapports au corps, confiance et estime personnelle. Et donc, là où... Et donc, les 3 axes principaux moi, que j'ai identifiés dans ces séries-là, c'est la centralité de la solidarité féminine avec différents niveaux d'échelle. Je vais venir dans une seconde. La diversité des corporalités féminines, quand on regarde des séries comme Sex Education, on voit que ça n'a plus rien à voir avec Sex and the City. Et voilà, Sex and the City a joué son rôle, hein, mais on voit bien qu'il se passe des choses depuis qui sont particulièrement intéressantes. Et l'ouverture des âges de la sexualité, que ce soit du côté de la jeunesse, de l'adolescence ou du côté de la vieillesse, avec en particulier Grace and Frankie, qui pour moi est la série qui a vraiment travaillé ces questions-là récemment. Donc, là où l'héroïne, traditionnellement, devait vaincre les obstacles sexistes dans son émancipation en mobilisant des ressources individualistes, les groupes de femmes vont justement partager des expériences et vont jouer de la conscientisation féministe en groupe. Donc, ça va, je suis dans les temps? Ouais. Oui, 6 minutes. Parfait. Alors, ça me permet de faire une petite mise en abîme sémiotique, parce que quand j'ai fait cette présentation et que j'ai fait le PowerPoint, je suis allée chercher évidemment ce que j'avais fait auparavant pour essayer de m'en inspirer, trouver. Voilà. Et puis j'avais retrouvé cette présentation que j'avais faite pour Sciences Po, je crois, où j'avais fait ce truc avec les portraits en fait à la verticale mis les uns à côté des autres. Et je me suis acharnée pendant un quart d'heure à essayer de reproduire le même truc parce que je trouvais ça joli. Jusqu'à me rendre compte qu'il fallait que ça ne marchait pas, que toutes les photos que je trouvais ne rentraient pas dans ce cadre de portrait à la verticale et qu'il fallait que j'opère un quart de tour et que je passe à l'horizontale, en fait, pour parler désormais de ces séries. Et donc, ça m'a amusé. Donc, je suis allée le rechercher et puis j'ai fait cette petite slide parce que je me suis dit, il se passe quelque chose quand on essaye de parler de ces séries et qu'on essaye de revenir à cette sémiotique du portrait qui est désormais obsolète, et il faut basculer sur quelque chose de plus horizontal qui va venir traduire justement ce lien entre ces femmes. Et donc, je le disais, il va y avoir différents niveaux d'échelle qui vont jouer. Donc, le premier truc, c'est vraiment la centralité de la solidarité, c'est-à-dire des dialogues, des discussions intimes qui vont se tenir entre amis, en famille ou dans des groupes beaucoup plus larges. Donc, dans Jane the Virgin, par exemple, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment 3 générations de femmes qui vont discuter et confronter au quotidien leurs explorations affectives et sexuelles en lien avec leurs pratiques spirituelles, donc avec la figure de la grand-mère qui est très intéressante tout au long de la série, parce qu'elle apprend en fait à l'origine à sa petite fille que, donc il y a cette métaphore de la fleur, en fait elle lui donne une fleur et elle lui demande de la froisser, elle lui dit ça c'est ta virginité, quand tu l'auras utilisée, tu ne pourras plus la faire revenir à l'état de la pureté en fait. Et vers la fin de la série, petit à petit, au fur et à mesure des discussions qu'elle a avec sa fille et sa petite fille, elle apprend à se départir en fait de ce script culpabilisant, sexiste, pour explorer petit à petit son corps et arriver à une forme de liberté sexuelle. Et donc, il va y avoir des niveaux d'échelle qui vont aller de la famille au groupe de parole des alcooliques anonymes, en particulier dans MOM, où il va y avoir ce rond qui va être à la fois un endroit où on va discuter des addictions et en même temps, on voit bien que ces addictions sont liées au trauma et vont venir se résoudre dans cette discussion féminine très structurée qui fait écho, évidemment, hein, aux groupes de parole féministes qui ont été mis en place dans les années 70. Ça va dans Sex Education jusqu'à cette séquence formidable où une photo intime d'une élève est publiée et en fait, à la fin, tout le monde décide de prendre la responsabilité et de dire que c'est elle et même c'est lui, puisque les hommes se joignent à la fête et crient que c'est leur vagin qui a été diffusé dans tout le lycée. Donc, on voit qu'il y a des jeux d'échelle qui sont très importants.
La diversité des corporalités féminines est quelque chose qui va venir aussi énormément travailler les séries. Alors, Girls a probablement été, et c'est pour ça aussi qu'on l'a beaucoup mise en relation avec Sex and the City, Girls a beaucoup été analysée pour ses politiques du gênant, du crispant, cette esthétique de l'abjection. Ça a été poursuivi par Crazy Ex-Girlfriend, qui va justement interroger toutes ces politiques du corps avec la représentation notamment d'un clip, parce que c'est à la fois série et comédie musicale, et donc c'est une sorte de clip où en fait elle se met en scène en train de se préparer pour un rendez-vous. Et donc de façon assez, avec une lumière crue de la salle de bain, une lumière bleue, enfin quelque chose de vraiment gênant et effectivement crispant. Il y a ces enjeux-là qui sont représentés. De l'autre côté, du côté de l'âge aussi, dans Grace and Frankie, il va y avoir des représentations de corps vieillissants qui vont se vouloir explicites. C'est une séquence de la saison 4 où, en fait, elle est maquillée, elle accueille son copain, mais elle a mal au genou et en fait, ça fait plusieurs jours, semaines qu'elle essaye de dissimuler le fait qu'elle a mal au genou, qu'elle n'arrive pas forcément à marcher. Enfin, elle veut toujours se montrer sous son meilleur jour. Et alors là, pour le coup, il y a peut-être un côté snap, justement, parce que justement, d'un coup, elle lui dit, bon, écoute, enfin, voilà, elle se démaquille, elle retire sa veste, elle lui montre la canne, voilà, et donc, et je trouve ça très intéressant de la part de Jane Fonda d'accepter de se représenter comme ça, quand on sait en plus ce qu'elle incarne en termes de papesse du fitness et de l'aérobic, voilà, et d'accepter de se représenter sans maquillage à la télévision. Et puis, justement, troisièmement, c'est vraiment l'ouverture des âges et des âges de la sexualité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir cette ouverture sans panique, ce qui a été traditionnellement rattaché à la représentation de la sexualité des adolescents. Je me souviens qu'on m'avait tanné pour regarder Skins, et j'avais trouvé ça d'un misérabilisme et d'une panique morale absolument terrifiante. Ou alors c'était Gentillet, c'est du Angela 15 ans, c'est du Dawson, qui ont leur qualité aussi, hein, mais alors on voit bien que là, il n'y a pas cette question de la sexualité qui est véritablement abordée. Et puis pour évidemment les personnes plus âgées, ça a été une dimension plus rebutante en fait, qui était un peu systématiquement mise en scène. Ce qui est intéressant dans Sex Education, pour commencer par les plus jeunes, ça va être cette représentation en fait, de la génération Z qui est représentée comme à la fois très informée sur les pratiques sexuelles, sensibilisée aux causes des minorités et en même temps surexposée à une culture sexuelle, à une culture médiatique, même pornographique, qui fait qu'ils sont un petit peu perdus là-dedans. Et donc, c'est la figure de Otis, du personnage principal, témoin de la pratique psychanalytique de sa mère, qui fait que ça va permettre de venir médier, élaborer justement cette question de la sexualité. C'est un personnage intéressant parce qu'il n'a pas nécessairement accès à cette culture médiatique très libre, mais il a accès à une culture sexuelle un peu débridée parce que sa mère parsème la maison, enfin tient son cabinet psychanalytique dans la maison. Toute la maison, il y a des tas d'artefacts sexuels partout. Voilà, donc il bénéficie de cette information débridée qui est à la fois représentée comme salvatrice et castratrice, donc il va falloir qu'ils se construisent là-dedans. Et cette question du gâteau, des cupcakes, peut être ajoutée à celle des bonbons que les ados mangent en maniant des concepts psychanalytiques assez ardus et assez périlleux. Et donc voilà, donc il va y avoir ces trois axes qui vont être enfin même qui vont venir former vraiment le tissu narratif de la série pour montrer les capacités d'agir des adolescents qui tâtonnent dans la recherche d'un cadre respectueux de leurs pratiques sexuelles et de l'intégration de ce cadre dans des relations intimes. Et puis du côté de Grace and Frankie, du coup, les problèmes qui émergent vont être présentés non pas comme vraiment des impasses, mais comme des difficultés. Donc, on va s'éloigner de ces scripts où la post-ménopause va être envisagée comme une castration individuelle et sociale, où les féminités âgées vont attirer, alors sinon des formes de pitié, en tout cas le soupçon de l'appauvrissement cognitif et de l'apitoiement, tout ça qui fait que le corps vieillissant va être associé en fait systématiquement à une pathologie. Et donc, il y a en particulier dans la série ce business en fait que les deux meilleures amies montent, le ménage à moi, parce que Grace découvre le vibromasseur, mais en même temps qu'elle le découvre,
elle le découvre et elle apprécie tellement, elle en fait un usage tellement important qu'en fait, elle commence à se faire mal au poignet, parce qu'elle a de l'arthrose, et donc elle dit, en fait, c'est pas du tout conçu pour nous. Tout fait mal, et donc il faut quelque chose. Et puis la notice est écrite en tout petit, enfin ça va pas. Donc elle décide de monter une société et de créer en fait un vibromasseur pour personnes âgées qui soit adapté en fait aux seniors, comme on dit aujourd'hui. Et donc il va y avoir toute cette question de l'agisme qui va vraiment être au cœur de la série. Et ben, il me reste 2 slides, je crois, ou même juste une. Voilà, donc c'est les 3 pôles, je trouve, qui sont principalement travaillés par ces séries à cœur féminin. Alors, il ne faut pas être naïf. C'est arrivé récemment, ces séries, et il y en a pas mal par des effets aussi d'audience de niche. Mais la percée de ces thématiques résulte d'une conjoncture qui a été durement travaillée depuis très longtemps. Une mise sous tension des industriels qui sont de plus en plus sommés de réinventer et de renouveler des récits qui soient plus égalitaires et plus innovants et plus justes. Le renouvellement générationnel des créateurs et des créatrices, comme des spectateurs et spectatrices, est évidemment extrêmement important. Je crois que c'est Jenkins qui disait que en fait, désormais, les créateurs et créatrices de séries, c'est ses anciens étudiants, quoi. Alors, pas juste à lui, évidemment, mais cette idée que le renouvellement générationnel est assez important. Et je pense que quand on enseigne, on le voit auprès de nos propres étudiants et étudiantes, il se passe des choses dans le fait d'essayer de donner quelques outils pour la production télévisuelle, audiovisuelle en général. Et la cristallisation des mouvements féministes dans des revendications collectives, ce dont MeToo est à la fois... MeToo, c'est à la fois un nouveau souffle, mais c'est aussi l'aboutissement, 40, 50 ans de lutte pour justement ramener cette question structurelle et systémique au cœur de ces revendications collectives. Merci beaucoup. Donc, j'invite les personnes qui ont présenté à la table, et puis nous avons